Durant l'ACC donc 2021 digital, j'ai eu le plaisir, au nom du groupe Action, de présenter l'étude Atlantis. 1510 patients ayant bénéficié d'un TAVI ont été inclus dans 4 pays européens. S'ils avaient une indication à un traitement anticoagulant, ils étaient randomisés avant leur sortie de l'hôpital pour recevoir soit de l'apixaban, soit un AVK. S'ils n'avaient pas d'indication, ils recevaient soit un traitement anti-agrégant plaquettaire, soit de l'apixaban 5 mg 2 fois par jour. Le critère d'évaluation de l'étude était le bénéfice clinique net, un critère composé de la mortalité totale, des infarctus, des AVC, des thromboses de valves, des embolies pulmonaires, des phlébites et des saignements majeurs. La thrombose de valve était évaluée par un scanner 4D. On a observé premièrement sur l'hypothèse de supériorité, eh bien, qu'on n'a pas réussi à la démontrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'apixaban par rapport au traitement standard. Donc, ça veut dire qu'il y avait 151 événements dans le traitement standard, 138 dans le groupe apixaban. Donc, il n'y a pas de différence significative. Dans le groupe anticoagulant, eh bien, il n'y a aucune différence entre l'apixaban et les AVK. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le critère primaire de jugement, les critères secondaires, ischémiques, et les hémorragies, il n'y a pas de différence. Dans la strate où il n'y avait pas besoin d'anticoagulants, et ça représentait 1049 patients, et bien là, on retrouve sur les événements ischémiques une tendance à davantage d'événements dans le groupe apixaban, mais ce n'est pas conditionné par une différence d'infarctus du myocarde, d'AVC, mais une petite tendance à la surmortalité non cardiovasculaire, c'est-à-dire 14 dans un groupe apixaban, 5 dans le groupe traitement standard, c'est-à-dire anti-agrégant plaquettaire. Et le plus souvent, ce qu'on a retrouvé, ce sont des mortalités qui n'ont rien à voir avec la pathologie cardiovasculaire. Les événements hémorragiques sont strictement identiques dans les deux groupes. Et ça, c'est un message vraiment important, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'avoir démontré dans Galileo, ça n'avait pas été démontré dans Galileo, mais là, on montre que le profil de sécurité est vraiment le même. Et l'autre message important, c'est qu'il y a une réduction très importante des thromboses de valves infracliniques en faveur de l'apixaban. C'est-à-dire qu'on a 6 d'un côté et 35 de l'autre. Donc, c'était une différence attendue, mais elle est démontrée. Et ça, c'est un message vraiment important de l'étude. On voit cette étude qui est particulièrement importante et riche d'enseignements. Martine, est-ce que après cette étude, on peut dire que les AOD ont une place chez les patients qui ont eu un TAVI quand ils ont une indication d'anticoagulation? Oui, tout à fait. Il faut vraiment dire que cette étude a été remarquable parce qu'il y avait beaucoup de centres, il y a eu beaucoup de patients inclus en très peu de temps, il y a un follow-up parfait, donc c'est vraiment une étude parfaite. Alors, c'est vrai que dans le groupe AVK, qui donc était randomisé AVK-AOD, eh bien, on voit que l'AOD fait aussi bien que l'AVK, alors on sait qu'il est beaucoup plus facile à manier. Et de ce fait, c'est vraiment un point important. Galiléo avait été un petit peu particulière parce que les gens ont un peu confondu en disant Galiléo, c'est négatif, donc il ne faut pas mettre d'AOD dans les TAVI. Or, Galiléo n'avait pas du tout testé ces patients-là. Elle testait des patients qui n'avaient pas besoin des anticoagulants. Là, on a testé ces patients-là et on voit que ça fait jeu égal. Et on sait, vous le verrez sur un article qui va paraître, là, qui est accepté, que même les AOD font mieux que les AVK sur une plus large population. Donc, c'est vraiment une étude pour ce fait-là très importante. On l'attendait et elle nous a rassurés. Autre bras, celui des patients qui n'avaient pas besoin d'anticoagulation. Guillaume, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, chez ces patients, il y a une place pour un AOD après un TAVI? Eh bien, effectivement, c'est des patients importants. C'est 2 tiers des patients de l'étude. On l'a vu, Jean-Philippe l'a rappelé. Et chez ces patients, on s'aperçoit, bon, premier élément qui est intéressant, c'est qu'en termes d'hémorragie, les AOD se comportent très bien face à la bithérapie aspirine clopidogrel. Donc, c'est des données qu'on avait déjà dans Averroès. On avait eu ces données-là sur d'autres études avec l'apixaban. Donc, ça, c'est des données intéressantes. Par contre, il n'y a pas de supériorité.
il y a un signal de surmortalité non cardiovasculaire. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de place pour les AOD chez les patients qui n'ont pas d'indication d'un traitement anticoagulant. On reste sur le standard of care, qui est finalement un traitement assez simple, puisque c'est de l'aspirine seule après un TAVI et plus une bithérapie depuis les études populaires. Donc, message important, pas d'AOD comme seule indication après un TAVI, et on reste sur un traitement par aspirine seule. Christophe, un commentaire? Oui, j'ai un commentaire qui me semble un petit peu important parce que dans l'étude Galileo, c'était le rivaroxaban qui avait été testé à faible dose. Et là, chez les patients qui avaient une indication d'anticoagulation, c'était une dose, je dirais, classique de l'apixaban dans la prise en charge des patients avec fibrillation atriale. Donc, je crois qu'il faut aussi garder à l'esprit que l'une des raisons de la différence entre ces deux études, c'est que les anticoagulants directs et l'apixaban a été utilisé à une dose classique et pas à une faible dose. Oui, donc finalement, aujourd'hui, on en reste sur cette notion que les AOD ont toute leur place quand il y a une indication d'anticoagulation. Et c'est un message important, qu'il n'y a pas de place formelle pour les AOD, même à petite dose, chez les patients qui ont un TAVI sans indication d'anticoagulation. Les messages sont importants. Il y a une notion que fait apparaître Atlantis et qui a fait l'objet d'une autre présentation, c'est le problème de la thrombose de valve. Ariel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci Serge. Alors, mes collègues et amis ont parlé de Galiléo. Vous vous souvenez qu'il y avait donc une étude ayant inclus 231 patients dans cette étude, donc rivaroxaban faible dose versus traitement conventionnel. Et il avait été rapporté donc une réduction de la thrombose, donc malgré la dose à 10 mg de rivaroxaban et malgré l'absence de signal clinique, voire un signal délétère. Alors, Gilles Montalesco a repris ce concept important qui était d'essayer d'établir la preuve de l'efficacité des anticoagulants dans ce contexte en réduisant le risque de thrombus. Diapositive suivante. Donc, c'est une étude qui a été faite en scanner 4D qui a permis donc de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies potentielles liées à l'anomalie de la cinétique et ou à la présence d'un épaississement valvulaire. C'est une étude qui a été évidemment, comme toutes les études action, parfaitement menée, avec donc une relecture aveugle et une qualification de cette atteinte valvulaire que l'on pourrait appeler thrombose infraclinique, d'ailleurs non accessible à l'imagerie échographique ou au Doppler, comme ça avait été montré dans Galileo, puisqu'il n'y avait aucune différence de profil hémodynamique dans Galileo, et on attend bien sûr les compléments de résultats dans l'étude Atlantis. Suivante, donc à partir de cette méthodologie rigoureuse et des 1500 patients initialement screenés, il y a donc 762 scanners 4D valvulaires qui ont pu être analysés sous la direction d'Alban Redeuil, que tout le monde connaît ici. Et donc, il y avait donc ces deux groupes que vous avez rappelés, 370 patients randomisés sous apixaban avec les deux strates dont on a parlé tout à l'heure, et 392 patients qui avaient donc un traitement standard, avec là encore les deux strates selon la présence ou non d'une indication préalable aux antivitamines K. Vous voyez qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, qui est que certes, l'étude Atlantis n'a pas montré de bénéfices cliniques indiscutables pour l'apixaban, mais qu'il restait à essayer d'apprécier et d'évaluer l'atteinte valvulaire, éventuellement, comme Galileo l'avait montré, la réduction de ce risque d'atteinte. Diapositive suivante. Alors, les résultats sont malheureusement ce que l'on pouvait non pas attendre, mais imaginer. Vous voyez que c'est le critère de jugement principal, qui est donc un critère de jugement, encore une fois, morphologique. C'est la proportion donc de patients qui a donc un épaississement valvulaire et ou une restriction valvulaire.
voyez qu'il n'y a pas de bénéfice de l'apixaban par rapport au traitement standard, avec cette tendance qui est rapportée ici d'un bénéfice dans le sous-groupe de patients qui n'avaient pas d'indication aux anticoagulants oraux, ce qui l'a encore fait réfléchir, bien sûr, à la prévention de cette thrombose infraclinique dans ce groupe de patients particuliers. Suivante, ça a été présenté sous une forme graphique, mais vous devez vous souvenir que, comme le critère de jugement principal n'est pas positif, il faut évaluer avec beaucoup de circonspection les critères de jugement secondaire en n'exprimant pas, bien sûr, des différences. Et vous voyez cette tendance, mais non significative, et en tout cas pas interprétable, sur cette thrombose, sur l'épaississement, le fameux RLM, et sur l'aspect de restriction valvulaire, le HALT, qui est décrit par nos collègues qui travaillent donc en scanner 4D. Donc on peut dire, en conclusion de cette étude morphologique, qu'il y a donc un bénéfice potentiel mais non prouvé. Il y a donc, en tout cas chez les patients sans indication au traitement anticoagulant, une tendance plus que significative à la réduction de la thrombose infraclinique. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de lien, ça n'a pas été montré dans les diapositives, mais ça a été dit par Gilles Montalesco dans sa présentation, avec les événements cliniques. Donc voilà où on en est. On peut retenir globalement que on retrouve ce qui a été montré en partie dans Galileo sur une étude qui était 4 fois moins importante, c'est-à-dire une réduction de la thrombose infraclinique, en particulier dans le sous-groupe qui n'avait pas d'indication à ce traitement anticoagulant, mais sans bénéfice clinique prouvé. Merci Ariel. On a plein de questions à ce propos. Alors, je vais essayer de les regrouper. Est-ce qu'il faut systématiquement surveiller avec une méthode d'imagerie ces patients et à quel rythme, que ce soit scanner 4D ou que ce soit en échocardiographie? Je pense que Martine et d'ailleurs Guillaume vont pouvoir répondre pour la partie évidemment hémodynamique. Pour la partie morphologique, aujourd'hui, non, il n'y a pas d'indication à faire un scanner systématique de suivi. Il y a une indication évidemment à surveiller en échographie tous les paramètres habituels, éventuellement donc de dysfonction valvulaire précoce qui sont devenus exceptionnels, et éventuellement d'évolution péjorative, mais ça revient à un suivi de bioprothèse classique valvulaire, en l'occurrence en position aortique. Pour le scanner, aujourd'hui, ça me paraît très prématuré de proposer ce type d'investigation au long cours, d'autant qu'il n'y a pas de sanction thérapeutique absolument certaine établie. Donc voilà l'avis du morphologiste. Alors moi, je partage complètement ton avis, Ariel. Ce qu'il faut, il faut pas du tout faire de scanner systématique, ça a aucun sens. Par contre, si il y a des signes d'une insuffisance de cette bioprothèse, il faut faire de l'écho. Et si l'écho retrouve une élévation de gradient, il faut faire un scanner. Ça, par contre, le scanner permettra de façon avec plus de précision de voir s'il existe ou non un thrombus. Mais par contre, et ça, je profite de cette temps de parole pour vous dire qu'il faut impérativement qu'on ait un contrôle échocardiographique annuel, en tout cas, de cet avis. Ça, c'est fondamental. Pas plus fréquent. Pas plus fréquent, non, sauf c'est exactement comme le disait Ariel, si sur un plan clinique, on a un appel comme quoi on a une dysfonction, il faut faire une écho d'abord, et puis si l'écho nous dit augmentation de gradient, à ce moment-là, on fait le scanner, mais il n'y a pas d'indication actuelle prouvée de faire un scanner systématique à 3, 4, 5 mois, puisque ces thromboses qu'on retrouve au scanner, elles donnent très, 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 très peu d'événements sur un plan clinique. Donc, il faut faire très attention. C'est de la morphologie, c'est de l'imagerie. Il faut attendre qu'on ait un retentissement clinique. Et pour l'instant, on n'a pas ce retentissement clinique. Donc, il faut uniquement être guidé par la clinique et l'échocardiographie. Ça, c'est un élément important. Alors, pour en finir, pour aller à la dernière question, est-ce qu'on a des critères pour identifier les populations à risque de thrombose parmi ces patients?
Alors, il y a pas beaucoup de critères. Les critères que l'on peut suspecter, c'est par exemple les valves in valve, c'est-à-dire qu'on estime qu'il va y avoir des gradients, la valve va être un peu plus contrainte, surtout si le chirurgien a eu la malchance de d'implanter une petite valve. Donc, dans ces cas-là, on sait qu'on peut avoir des phénomènes de thrombose, mais autrement, on n'a pas retrouvé d'éléments favorisant cette thrombose. Si je peux me Merci. permettre juste d'ajouter un point, Serge, Oui, bien après sûr. Martine, je voulais juste commenter rapidement le profil des caractéristiques de la population de cette étude 4D, juste pour vous rappeler qu'il y avait un quart des patients en fibrillation atriale, à peu près 12% des patients qui avaient des antécédents d'AVC, et un certain nombre qui avaient des revascularisations coronaires, 25%. Donc, je pense, comme Martine, que c'est une population à risque, en général, hein, d'ailleurs, de thrombose. Et donc, il faut peut-être non pas, comme l'a très bien dit Martine, se focaliser sur des facteurs locaux, mais attention aux facteurs associés aux comorbidités qui sont particulièrement prévalentes, hein, 30% de diabétiques, par exemple. Enfin, bref. Donc, ce sont des patients à risque, comme l'on pourrait dire, de thrombose, mais peut-être pas spécialement valvulaire.